Bonjour à tous, mon nom est Marie-Christine Richard et c'est avec un immense plaisir que je vous accompagne au fil des semaines pour vous faire connaître les ressources communautaires de la MRC Drummond et de la MRC des Mascoutins. Le milieu communautaire offre un éventail de services souvent méconnus de la population et l'équipe de LPV souhaite vous les faire connaître. Cette semaine, l'équipe de LPV est allée rencontrer la ressource Le Phare où, en première partie, nous nous sommes entretenus avec Mme Angelica qui nous a fait un portrait plus général de la ressource. Bonjour, Mme Angelica. Bonjour. J'aimerais que vous nous parliez en fait des débuts du phare, des débuts de l'organisme. Oui. En fait, l'organisme a été créé par un groupe de parents qui avaient des enfants. Puis quand je parle d'enfants, c'est pas forcément des petits, mais plutôt des grands enfants, adultes même, qui avaient des problématiques de santé mentale et qui se sont retrouvés à ne pas avoir de service, aucune place où pouvoir aller chercher de l'aide, avoir du soutien, tout ça. Donc, ils se sont mis ensemble, puis ils ont parti l'organisme. Et vous voyez, depuis ce temps-là, maintenant, on fait partie d'une fédération et il y a une quarantaine d'organismes dans toute la province qui soutient l'entourage d'une personne qui souffre de maladie mentale. Donc, on parle d'une quarantaine d'organismes dans les différentes régions. Exactement. OK. Donc, à peu près partout au Québec, on peut trouver, oui. On peut avoir accès à des ressources là, oui. pour les proches atteints de personnes qui ont des... Pour les proches de personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale. Oui, oui. Puis, c'est aussi important, je vous dirais, que la personne elle-même, parce que soutenir quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, ça demande certains outils que si on ne vit pas cette problématique-là, on n'ira pas chercher forcément. T'sais. Donc, ça prend certains outils de comprendre la maladie, comment interagir, des outils aussi pour mettre la personne toujours en premier plan, que ce ne soit pas la maladie qui prenne tout l'espace, parce que c'est souvent ce qui arrive dans les familles. La personne est diagnostiquée, c'est comme un tsunami qui arrive dans la famille. Il y a un diagnostic, par exemple, de schizophrénie. Puis là, ben, on ne parle que de schizophrénie, la maladie prend beaucoup de place et à ce moment-là, ben, il y a beaucoup de difficultés. Et quand les personnes qui soutiennent sont pas assez outillées, ben, ça peut les amener jusqu'à eux autres mêmes aussi, souffrir d'une maladie dans le sens d'une dépression, par exemple. Mm-hmm. À force de soutenir quelqu'un qu'on n'a pas forcément les outils, qu'on ne sait pas comment faire, on se sent démuni, on ne sait pas comment faire, on a peur. Les gens ont souvent peur aussi de parler de maladie mentale, peur d'aller chercher de l'aide. J'ai un exemple à vous donner. Moi, j'ai une mère qui m'a appelée et qui me dit « Ça fait 2 ans que je pense à vous appeler. » Wow, donc il y a tout un cheminement derrière une demande d'aide, souvent. Il y a vraiment un grand cheminement. Et c'est très difficile. Et ce que je dis quand je donne une conférence ou même quand je rencontre les familles, c'est si votre proche souffrait de diabète, est-ce que vous aurez attendu, par exemple, 2 ans avant d'aller chercher de l'aide, de l'information, du soutien? Avec le diabète, avec un problème cardiaque, on y va tout de suite. Hein, savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il faut manger, tout ça. Puis le diabète, par exemple, c'est relié au pancréas. Bien, une problématique de santé mentale, c'est relié au cerveau. Tout à fait. Oui, oui. Et comme le diabète, il y a certaines problématiques que la personne va avoir besoin de prendre la médication toute sa vie. Mais avec la médication, avec un bon suivi, avec une bonne hygiène de vie, comme le diabète, la personne peut avoir une qualité de vie. Mm-hmm, hein? Tout à fait. Tout à fait. Atteindre des rêves, peut étudier. Quelles sont les résistances principales des gens, les peurs? Les tabous. Oui. Les tabous. C'est très difficile d'accepter que notre fils qu'on a mis au monde et tout, qui se retrouve maintenant avec un diagnostic de schizophrénie. C'est encore... Les gens me disent moins, mais c'est encore relié au « il est fou mm-hmm. ». La folie. Puis là, j'ai un fou dans ma famille, puis le fou, c'est mon fils. C'est très difficile, mais de plus en plus, hein, les gens en parlent, les acteurs, les humoristes en parlent, qu'ils souffrent de bipolarité, mais c'est encore possible de bien fonctionner. Donc, les tabous, c'est très, très difficile. De quelle façon le phare contribue justement à sensibiliser la population à la normalisation, si on veut, des troubles de santé mentale? Oui. Mais écoutez, je dirais que c'est de l'éducation. Plus qu'on va en parler, plus qu'on va s'ouvrir à ça, plus que les gens vont être informés,
Puis une fois informé, bien, savoir justement qu'il y a une ressource comme ça qui existe, qu'on peut aller chercher de l'aide, qu'on donne par exemple un groupe de formation sur la schizophrénie ou sur les personnalités limites. Et c'est quand même des bonnes formations. La formation SESTPL dure 10 semaines. Wow. Une rencontre par semaine. Donc, les gens, tu sais, c'est des bons outils, puis ils partent avec un cartable où il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Ça me semble très complet. Donc, il y a de la théorie à ce moment-là qui est donnée. Est-ce qu'ils ont des exercices pratiques, des choses comme ça? C'est sous forme d'atelier? Comment ça fonctionne dans les groupes? C'est vraiment un groupe. C'est très complet, mais c'est aussi, bon, cette semaine, essayer de mettre en pratique qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Okay. Peut-être un certain détachement émotif pour essayer de responsabiliser plus la personne par rapport à sa problématique, parce que on prend beaucoup la responsabilisation des deux parties. Il y a autant la responsabilisation de la personne qui a la maladie, mais il y a aussi la responsabilisation de la personne qui le soutient. T'sais, souvent, dans les familles, on va surprotéger parce que la personne est malade. Et la surprotection, souvent, on fait ça en pensant qu'on donne un message d'amour. Je t'aime, donc je te surprotège. Mais en arrière de tout ça, le message qui est reçu, c'est « je suis pas capable, je suis pas assez bon, on me fait pas confiance, moi je peux pas faire telle et telle chose parce que je réussirai pas. » Mais donc, lorsque le proche va laisser plus de place à l'autonomie, justement, il peut constater probablement à ce moment-là des progrès, ou il peut constater que son enfant est en mesure de faire beaucoup plus qu'il pensait, là, en fait. Oui, effectivement. Puis aussi la responsabilisation dans le sens que une maladie mentale, c'est pas une déficience intellectuelle. La personne a accès à tout son potentiel intellectuel, donc elle est capable de savoir que tel comportement n'est pas correct et qu'il ne faut pas l'excuser par la maladie. Donc, si les proches disent « non, moi, ma limite, c'est ici. Si tu sens que tu vas être en crise, que tu vas crier, tu sais, je te demanderai, par exemple, de plutôt t'en aller dans ta chambre et quand tu vas être calmé, on pourra parler. » Tu sais, des choses comme ça qui sont primordiales pour une bonne entente. S'ils vivent dans la même place, puis même s'ils vivent séparément, tu sais, apprendre à bien se parler, le respect, certaines valeurs. Mais ça peut être difficile aussi d'implanter un nouveau code de vie dans une maison, en fait, dans une dynamique familiale. Ça peut être tout un défi quand même pour les proches. Oui, c'est un défi. Puis ce qui arrive aussi, c'est que là-dedans, il y a un deuil. On a notre fils de 20 ans qui vient de se faire diagnostiquer. Mais ça a été notre petit garçon qu'on a mis au monde, qu'on l'a élevé, qu'on l'a vu grandir, on avait plein de rêves aussi pour cet enfant-là. Tu sais, mon fils qui a toujours été bon à l'école et tout ça, moi je pensais qu'il allait aller à l'université, qu'il allait devenir un avocat, tu sais, parce qu'il y avait toutes les qualités qu'il faut. Puis je ne suis pas en train de dire que la maladie mentale, par contre, empêche de faire tout ça. Mais sur le moment où on reçoit le diagnostic et où il y a toute une adaptation à faire, bien, il y a certains deuils, oui, à faire, parce que certaines personnes qui pourront peut-être pas travailler ou dépendamment de la gravité. Mais d'un autre côté aussi, si je reviens à la responsabilisation, autant il y a d'autres personnes que oui, ils ont pris vraiment la responsabilité face à ça, et donc je dois prendre ma médication, je dois avoir un suivi, je dois faire attention, je ne peux pas boire parce que si je mélange ma médication et la boisson, bien, ça fait tel et tel effet secondaire. Puis quand les personnes font ça, ils peuvent atteindre, écoutez, j'ai donné une conférence à des infirmières qui me disaient, bien, moi je travaille avec un chirurgien qui est schizophrène. Et on s'entend que c'est bien contrôlé à ce moment-là, avec la médication, donc il est très fonctionnel. Oui, puis devenir chirurgien, on sait tous le type d'études que ça prend. Effectivement. Puis ça demande une performance aussi au travail, une assiduité, une discipline. Donc, ça prouve à quel point une personne qui a des troubles de santé mentale peut fonctionner normalement. Oui, c'est comme si, je reviens avec mon exemple de diabète, c'est comme si un diabétique ne pourrait jamais être chirurgien aussi. Non. Ça passerait pas, ça passerait pas. Mais c'est la même chose pour les maladies mentales. Mais pour arriver à ça, il y a un cheminement à faire. Et
pas forcément l'acceptation de la maladie, mais au moins accepter qu'elle est là, qu'elle existe. La reconnaître. Reconnaître, exactement, c'est le mot que je cherchais. Reconnaître la maladie. Et donc, si elle est là, j'ai des choses à faire. Et ça va tellement mieux. Tu sais, j'ai plusieurs exemples de différentes personnes qui ont réussi très, très bien. Entre autres, on a eu un conférencier, Luc Vigneault, je ne sais pas si vous connaissez, schizophrène, mais lui, il a fait ce qu'il avait à faire, puis maintenant, il est professeur, il donne des cours à l'Université Laval, à Québec, il est conférencier, il est écrivain, il donne des conférences en France, en Suisse, en Belgique. Puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour justement le rétablissement. On croit beaucoup au rétablissement et c'est pas parce qu'il y a un diagnostic de maladie mentale que la vie finit. Un rétablissement suite à un point de rupture, suite à une crise ou dans ce sens-là? Dans le sens où la personne, sa situation était se détériorait, tout ça, puis après ça, il y a comme une phase où là, c'est dans ce sens-là, le rétablissement? Oui, oui, le rétablissement. Puis c'est pas une guérison. Il y a certaines maladies qu'on ne peut pas guérir, mais il y a un rétablissement qui peut se faire et qui nous permet, qui ouvre des portes à un avenir, mon Dieu, tellement meilleur. C'est comme l'atteinte de l'équilibre à ce moment-là. Là. Oui. Puis ce qu'il expliquait, il s'est marié il y a quelques années, puis il l'expliquait, puis il disait, ma femme, c'est mon plus grand soutien, mais elle est capable de me dire, Luc, il me semble que, tu sais, de ce temps-ci, tu paranoïes un petit peu. Bon, je sais que je dois aller voir mon médecin. C'est d'accepter ça aussi. Elle est capable de lui refléter à ce moment-là ce qu'elle observe. C'est bien. Oui. Qu'il y ait une ouverture comme ça dans le couple, c'est très bien aussi que lui accepte de recevoir ça aussi, hein, de se faire refléter ça. C'est pas tout le temps facile non plus, quand même. C'est une des grandes difficultés. Puis souvent, quand la personne elle est désorganisée, ben c'est pas moi qui est malade, mais c'est tout alentour que ça marche pas, les gens fonctionnent pas. Fait que c'est très difficile de regarder à l'intérieur puis de voir, oh mon Dieu, c'est vrai que ça fonctionne pas. Puis il y a plein... il y a tellement de maladies, il y a plein de symptômes différents d'une personne à l'autre quand elle se désorganise. Mais... Puis très peu d'autocritique aussi à ce moment-là, donc très peu de regard sur soi. Oui. Puis si la personne, par exemple, elle a des hallucinations, mais elle les vit. Elle est convaincue que c'est le cas. Ou elle est sûre qu'il y a des caméras cachées dans sa chambre. Ou qu'on la vole, ou ça arrive souvent. Effectivement. Donc, et justement, quand la personne se désorganise trop, qu'elle est dangereuse pour elle et les autres, nous offrons un service. Dans nos services, nous offrons la possibilité d'accompagner l'entourage. Auriez-vous un message à transmettre aux téléspectateurs qui nous écoutent à la maison? Oui, définitivement. En fait, je leur dirais, s'ils soutiennent une personne qui a une problématique de santé mentale, si c'est difficile, s'ils souffrent, s'ils ont peur, il y a des ressources. Allez chercher les ressources, allez chercher de l'aide parce que c'est possible d'avoir une qualité de vie, même si on soutient une personne qui souffre d'une maladie. Doutez pas, n'ayez pas peur. C'est rempli d'espoir, ce message-là, en fait. Oui, il y a beaucoup d'espoir. C'est important de le dire aussi. Hein? Oui, on n'a pas que des histoires tristes et avec des fins tristes. On a plein de belles histoires. Mais merci beaucoup, Mme Angélica, pour votre participation à l'émission. Merci à vous. Nous avons également rencontré M. Christian Simoneau, intervenant, qui nous a fait un portrait du volet de l'intervention de la ressource. Bonjour, M. Christian. Bonjour. Donc, vous êtes intervenant ici au Phare. Oui. J'aimerais que vous nous parliez, en fait, d'une demande d'aide ici au Phare. Comment ça fonctionne lorsqu'on fait appel à vos services? En fait, la manière de fonctionner, souvent, les personnes sont référées ici. Ou il y a une personne dans leur entourage qui vit avec une problématique de santé mentale. Okay. Et ils ont plein de questions. Parfois, il y a des périodes de crise qui arrivent et soit sont référés par des regroupements, soit sont référés par la police ou des organismes communautaires ou même des membres de la famille qui connaissent le Phare pour qu'on puisse les accompagner et les guider dans leur situation. C'est souvent une situation de crise lorsqu'ils appellent ici pour avoir nos services ou un peu être accompagnés.
être guidé, avoir des informations. Nous, on essaie de bâtir avec ces personnes-là un plan d'intervention pour accompagner la personne. Souvent, une personne qui a une problématique de santé mentale, oui, elle a une maladie et il faut l'accompagner à accueillir sa maladie, à apprendre en fait à vivre avec cette réalité qu'elles ont, ces personnes. Au niveau là, des troubles de santé mentale. Oui. Donc, on parle d'un accompagnement ici qui est offert aux proches de la personne qui a des troubles de santé mentale. Donc, ça peut être un parent, donc un frère, une sœur, un conjoint. Oui. Donc, quelqu'un qui est dans l'entourage immédiat. Oui. Là, un collègue de travail. Oui, bien oui, tout à fait. C'est vraiment... Les personnes, ils viennent ici justement parce que parfois, ils sont désemparés devant la situation. On sait que la maladie mentale... Il y a beaucoup de préjugés. Souvent, les personnes qui nous appellent attendent souvent à la dernière minute pour venir nous rencontrer. Et là, on est appelé à les aider, les membres de l'entourage, pour qu'ils puissent, premièrement, se retrouver. Parce qu'ils s'oublient, les proches? Oui, ils s'oublient. Parce que, oui, on a appris que c'est important d'aider nos proches, puis même des fois, on va jusqu'à s'oublier. Mais quand on a une personne qui a une problématique de santé mentale, souvent, ils vivent des choses difficiles. Ils ont des difficultés avec leurs propres émotions, avec ce qu'ils vivent. Puis en plus, quand le proche qui l'aide, il est un peu désorganisé aussi parce qu'ils sont oubliés. Puis en fait... Donc, il peut y avoir de l'épuisement. Oui, de l'épuisement. Puis la personne qui a une problématique aussi, elle a tendance à aller chercher les émotions des autres, avec ça vient doubler en fait, leurs difficultés. Ça fait quand on apprend à aider la personne qui accompagne à être bien avec elle-même, mais elle peut plus être capable d'accompagner. D'accord. Parce qu'on n'est pas là pour l'aider, mais on est là pour l'accompagner. Okay. Parce qu'on ne peut pas faire à la place. Donc, dans l'approche, c'est vraiment sous forme d'accompagnement. Oui, c'est ça. Si une personne, par exemple, fait une demande de service, puis est-ce qu'elle peut avoir accès à du soutien individuel ou c'est plus de groupe? Ou... En fait, il y a les deux. Okay. On a du soutien individuel, on a des rencontres individuelles qu'on fait, puis après ça, si la personne a besoin, on va l'orienter soit dans les groupes de soutien. On a les groupes de soutien ici à Saint-Hyacinthe et à Belleuil. Puis on a aussi les groupes des formations, SOS-TPL, d'accompagnement des membres aussi qui ont des proches avec TDAH. Ça fait qu'on essaie d'orienter selon les besoins. Puis aussi, on essaie de répondre aux demandes aussi. Tout à fait. Ici, donc, des groupes comme, par exemple, comme vous avez nommé SOS-TPL, ça répond vraiment à un besoin spécifique à ce moment-là. Donc, c'est très intéressant. Ça vient vraiment cibler les caractéristiques précises à un trouble de personnalité. Donc, c'est vraiment intéressant pour le proche d'avoir accès à cette information-là. Oui. On essaie, c'est ça, de répondre à leurs attentes, puis de les éclairer, premièrement. Les informer, c'est quoi la maladie? Et aussi, comment être un accompagnateur avec eux. Donc, de les outiller. On les donne des outils, oui. Et de les accompagner. Oui. Rencontrez-vous des difficultés au niveau de l'intervention avec les participants? En fait, nous, notre but, c'est justement d'accompagner les gens. Et souvent, les gens, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'ils interviennent souvent, comme on intervient avec toutes les personnes. Mettons, on a 3 membres de la famille, il y en a 2 qu'on dit normal, qu'on peut intervenir et c'est correct, mais la façon d'intervenir quand il y a une personne qui a une problématique de santé mentale, c'est différent. Et même quand on intervient de la même manière que les autres, on leur nuit. Donc, c'est important justement de leur apprendre à agir autrement et parfois même à apprendre à mettre ses limites par rapport à la personne. Moi, j'ai un exemple bien clair, une image, c'est comme la maladie mentale, c'est comme si on avait un petit singe qu'on mettait sur notre épaule. Puis là, nous, la personne qu'on aime, on veut le prendre sur nos épaules, puis on va tout faire pour l'aider, pour pas qu'elle souffre. Mais là, c'est nous qui est rendu avec le problème. Et à chaque fois qu'on propose quelque chose à la personne qui souffre, elle dit « Ben non, moi je suis pas malade, c'est toi. » Effectivement. Ça fait qu'ils sont comme pris. Puis nous, notre but, c'est d'aider les membres de la famille à remettre la responsabilité de leur maladie. Comme un peu, si tu as le diabète, c'est toi qui décides si tu veux recevoir le traitement puis si tu veux te soigner.
si tu décides de manger du sucre, mais il y a des dangers. Et c'est la même chose avec la problématique de santé mentale. Si tu ne veux pas faire les choses pour t'aider, c'est toi qui es pris avec ses conséquences. Donc, vous misez beaucoup sur la responsabilisation à ce moment-là de la personne qui a des troubles de santé mentale. C'est très important. Puis d'aider les personnes aussi, justement, à être un adulte. Surtout quand c'est un enfant, tu veux aider ton enfant. Mais quand l'enfant est rendu à 25 ans, c'est un adulte. Il faut qu'il apprenne à prendre ses responsabilités aussi. Puis c'est ça qu'on fait, les aider. Puis en fait, puis essayer de comprendre la personne qui est malade aussi. Ça, c'est une autre chose qu'on fait comme travail avec les gens. Voir que oui, la personne, elle souffre. Puis qu'elle a besoin d'aide, mais qu'elle, il falloir qu'elle choisisse d'aller chercher de l'aide pour s'aider. Puis voir un peu c'est quoi ses résistances aussi à la personne. Oui. Avez-vous un beau souvenir au niveau de l'intervention, une personne qui aurait utilisé vos services, dont sa vie a changé, que vous avez vu vraiment une belle amélioration? Là? Mais en fait, c'est agréable de voir, en fait, oui, il y en a, parce que les personnes qui arrivent ici, parfois, sont en crise, ils ont essayé, ils ont cogné à plein de portes et ça n'a pas fonctionné. Et là, on leur donne un plan d'intervention par étapes. Ils se disent, regardons, on est compris dans notre situation, on est capable d'être accompagné, on voit où est-ce qu'on s'en va avec notre proche. Puis, reconnaître aussi, quand ils repartent, ils disent, on n'est pas tout seul. De se sentir supportés. Ils sont supportés par l'équipe ici, mais aussi par les groupes de soutien parfois. Et quand les gens commencent à participer, puis ils se disent, oui, il n'y a pas de miracle qui se passe, là. Mais en fait, de se dire, regarde, là, on va bien vivre quand même, puis avec la personne qui vit une problématique, on va être capable d'être bien, puis de se sortir justement de cette dépendance qu'on peut avoir par rapport à notre proche, puis de dire oui, il fait ses pas, puis nous aussi, on fait nos pas pour être heureux puis heureuses. Puis quand les gens repartent, puis ils ont une souris, puis ils disent oui, regardons ça, c'est agréable de les voir dire oui, on n'est pas tout seul. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont jusqu'à se désengager de l'implication auprès de leurs proches atteints de troubles de santé mentale? En fait, moi, je mets toujours une différence. On coupe le cordon affectif pour permettre à la personne une responsabilisation, mais on ne sépare jamais des personnes. Il y a toujours une relation, mais elle peut être différente. Et c'est sur ça qu'on mise. Vraiment, que la relation soit toujours présente. Puis je n'ai jamais dit à une personne, il faut que tu coupes complètement le lien. Mais peut-être effectivement. Parce que l'autre a le droit d'avoir souffrir, puis moi j'ai mes souffrances à porter. On va être responsable de chacune de nos souffrances. Puis les gens, quand ils réalisent ça, mais regardons ça, c'est... Il y a une prise de conscience à ce moment-là, une sensibilisation, puis... Puis notre but aussi, c'est vraiment aussi d'informer le plus possible, comme on fait aujourd'hui. Là, je pense que c'est de dire, oui, la maladie mentale, elle fait partie de notre réalité, mais il faut apprendre à la démystifier. Puis les connaissances qu'on transmet vont aider ça. Puis ça permet justement aux gens d'être plus accueillants. Quand on connaît quelque chose, ça fait moins peur. Effectivement. Et au niveau des statistiques par rapport à la santé mentale, est-ce que vous avez un pourcentage de gens qui peuvent être atteints au cours de leur vie? Chaque maladie, c'est 1 ou 2 %. Là. Ouais. Ça fait que ça en fait beaucoup à la fin. C'est sûr que tu peux avoir, là je pourrais pas dire comme ça, mais ça en fait 20 % à peu près de la population peut être touchée par la maladie mentale. Okay. Et ça, après ça, c'est tout l'entourage qui est touché aussi. Effectivement. Ça fait que ça touche beaucoup de monde, oui, effectivement. Oui. Au niveau statistique, vous savez, il y a 1 personne sur 5 qui sont atteintes de santé mentale au Québec. Et au Canada, vous savez, il y a 500 000 personnes qui n'entrent pas travailler à cause d'une problématique de santé mentale à chaque jour. C'est quand même majeur. Si on pense qu'il y a environ 35 millions d'habitants, on fait un pourcentage, puis c'est quand même assez majeur. D'où l'importance de bien comprendre c'est quoi. Puis même pour les employeurs ou les compagnies, comment aider ces personnes-là aussi. Lorsqu'ils font un retour ou
comment les guider. Et c'est un peu aussi notre travail d'aider les entreprises à... Faites-vous de la sensibilisation justement au niveau des programmes d'aide aux employés, au niveau justement des employeurs? Est-ce que vous les rencontrez pour les sensibiliser? Ça nous arrive d'en rencontrer des employeurs pour des demandes, mettons, des employés d'une bibliothèque. Ils rencontrent souvent des personnes qui sont là parce qu'ils viennent se chauffer, et puis l'hiver, puis ils parlent au rayon de la bibliothèque. Ça fait que c'est pour les aider justement à comprendre puis à accompagner. Puis aussi, les personnes aussi qui ont des employés. Puis, malheureusement, il y a encore beaucoup de préjugés. Par rapport à la maladie mentale. Et, par rapport au fait que c'est un signe de faiblesse? Oui. Ou c'est, Puis un exemple, une personne qui est en arrêt de travail, puis qui commence à se reprendre en main, puis qui se met à faire son jogging, puis il dit « Ah, j'ai réussi à faire, mettons, mon 20 minutes de jogging », puis elle écrit ça, qu'elle est heureuse de ça. L'employeur voit ça sur Facebook, et là, il se dit « Ben là, elle est capable de travailler. » Mais en fait, la personne est après à se prendre en main pour se refaire sa santé. Donc, beaucoup de pression à ce moment-là sur la personne, pour qu'elle de grandes exigences au niveau de la performance. C'est ça. Ça fait que ça, c'est une façon de dire, regardez, là, il faut laisser la personne se refaire. Puis, si elle le fait, elle pose des gestes, tant mieux. Parce que, mec, elle revienne, elle va être en forme. Effectivement. Ça fait que, puis il faut laisser le temps. Donc, beaucoup de travail au niveau de l'information puis de la sensibilisation encore à faire. Oui. Okay. Ça fait que c'est ça. On a 2 volets à notre travail, puis c'est vraiment l'accompagnement des personnes et après la sensibilisation aussi. OK. Puis si on souhaite faire appel à vos services, on le fait de quelle façon? Avez-vous un site web, une page Facebook? En fait, on a tout ça. Oui. On a une page Facebook, on a un site web, puis aussi, on peut appeler ici, là, et le numéro de téléphone? C'est le 450-773-7202. Parfait. Ça fait que vous le contactez, puis on va vous répondre, puis on va à votre demande, puis on est là pour vous accueillir. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Christian, pour votre participation à l'émission. Merci. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle a su accomplir sa mission première, soit de vous faire connaître les ressources méconnues par la population. Vous souhaitez également que votre organisme à but non lucratif profite de cette visibilité? Rendez-vous en ligne sur le site de Zone TV à zonetv.org. Nous souhaitons remercier l'équipe du Phare pour sa participation à l'émission et nous, on se dit à la semaine prochaine.